18 décembre 2009. Car c'est ainsi, 12e partie. La vie que je menais en ce temps-là à Marignane pouvait être tenue, vue de l'extérieur, pour modeste et heureuse. Je la voyais, moi, osciller entre le noir et le rouge. Une fois libérée de mes obligations militaires, il avait été décidé que je devrais revenir à Lavelanet pour y seconder mon père. Il dirigeait une petite usine dont il partageait les parts avec 2 associés. Il s'agissait de la CITA, Société industrielle de teinture et apprêt. Et voilà. À quelques jours de ma libération, mon père était venu à Toulon m'annoncer tout penaud que ses associés l'avaient spolié. Dire que cette triste nouvelle m'affligea serait exagéré. Je ne me reconnaissais aucune qualité à devenir un industriel. Mon chagrin alla à mon père, qui se vit obligé de rechercher un emploi. Fort heureusement, l'époque était avide de talent. Il sut se rétablir très vite. Du coup, ne me sentant plus astreint à suivre la voie du textile, à laquelle je m'étais préparé par intérêt avant de servir sous les drapeaux, comme on dit, en faisant des stages en Suisse et en Allemagne, je n'eus qu'un désir: rester auprès de ma fiancée. J'étais un mendiant d'amour, un mendiant de gloire. Et loin de ma femme, je grelottais, tel un vrai mendiant, au plus sombre d'une nuit d'hiver. C'est alors que mes parents, je veux dire ma mère et son nouveau mari, me proposèrent de travailler auprès d'eux. Ils tenaient un magasin de photographie à Marignane. Cela me valut de rester en chambre noire pendant 7 longues années. Puis-je ajouter que ce nombre ne me laisse pas indifférent ? Il semble exorciser par son caractère sacré mon refus de poursuivre mes études, mon ennui devant l'enseignement officiel, et jusqu'à ce coup de gueule que je poussai à l'oral du bac et qui me valut un 0 pointé de la part d'un examinateur, qui, ne supportant pas mon sourire ironique, mes airs de supériorité et ma gouaille, me demanda, fielleux, comment se nommaient en arabe les criques proches de Dakar. Question qui me laissa interdit, et dont la réponse, me dit-il avec un mauvais sourire, se trouvait en note dans mon livre de géographie. Si elle me libéra sur le champ, la sanction pesa lourd. Voilà pour le noir. Quant au rouge, c'est-à-dire à la joie du sens et des sens, il s'identifiait au visage de ma jeune femme. Ce visage me troublait comme je ne saurais l'exprimer. Il était toute acceptation, consentement, dévouement. Visage de la femme dans ce qu'il a de plus mystérieux. Je ne cessais de le contempler, tour à tour ému par sa beauté et intrigué par son secret. Combien de fois ne lui ai-je pas demandé si elle m'aimait, si elle continuait à m'aimer, tellement cette constance me paraissait incompréhensible. « Mais oui !» répondait-elle avec placidité à une interrogation pleine de tumulte. Son acquiescement venait me déranger au plus profond. Elle m'aimait, et je ne m'aimais pas. J'étais ailleurs. Où ? Ailleurs, tout simplement. Et le mot n'implique ni temps ni espace, mais un lieu imprécis, assez semblable en somme à ce tunnel où je m'étais engagée après la sortie de mon corps. Dans Madame, roman de l'enfance, et dans Je vous parle de si loin, roman de l'adolescence, j'ai essayé avec maladresse de définir cet ailleurs au centre duquel je me tins durant de longues années dans une sorte de schizophrénie alimentée lors de ma toute prime enfance par le divorce fracassant de mes père et mère. Comme cela m'est apparu au moment que j'écrivais Journal d'une confession. À l'heure qu'il est, je suis incapable de discerner si cet ailleurs résultait de ce que je n'aimais pas, de ce que je ne m'aimais pas. Au plus ardent de l'amour que je portais à ma fiancée, il y avait un espace glacé qui trouvait son origine. Cela était indubitable, au saccage de l'amour auquel s'étaient livrés mes parents et dont j'avais été le témoin inutile.
Sans en être tout à fait conscient, je tournais le dos à la vie, l'habillant des vêtements scintillants qui me tendaient la littérature. Camus avait eu raison de me reprendre quand j'avais comparé ma fiancée à cette grande fille magnifique qui dansait entre les pages de noces. La lecture me devenait aussi essentielle que l'air que je respirais. Elle se substituait peu à peu au quotidien. Ce n'aurait rien été si ce n'était développer en moi une nouvelle exigence. J'étais en quête d'un père. Au gré de ses remariages, ma mère m'en avait offert 3. Je voulais m'en donner un. Manière évidente de me construire selon moi-même. Camus serait ce père-là, un père spirituel, s'entend. Je ne suis pas sûre que ce rôle lui convenu. Et pourtant, après sa mort tragique, je découvrirai par 2 fois au moins qu'il avait assumé la responsabilité dont je l'avais accablé. Ainsi, dans une lettre, Jean Grenier s'inquiète de son petit-fils de Loris. Quand on sait que Camus considérait l'auteur de Santa Cruz et des îles comme son maître et que je disposais d'une maison à Loris, le lien se fait aisément. Il reste que l'ironie est évidente puisque de maître, titre qui marque la déférence et l'admiration du disciple, j'étais passé avec Camus au père, devenant du même coup et par improbable filiation le petit-fils de Jean Grenier. Autre surprise, et de taille. En dépit de l'algarade que j'avais essuyée chez Lippe lors de ce déjeuner mémorable, René Char se manifesta 2 ou 3 ans après le décès de Camus par ce message. Albert m'a parlé de vous. Il est temps que nous nous rencontrions. Nous prîmes l'habitude de rendez-vous réguliers, soit à Paris, soit à l'Île-sur-Sorgue, où nous évoquions notre ami absent, présent en le nommant Albert. Ce qui explique l'étonnement de Jean Daniel, qui lui a toujours appelé Camus par son nom. Mais cet ailleurs se traduisait aussi par l'idée que je me formais de la culture. Même si je ramenais tout à la littérature, qu'il s'agit des connaissances, des sentiments ou des saveurs de l'existence, ce que je rangeais alors sous la bannière du savoir, j'enrageais de constater que la plupart de mes contemporains, nourris de tristes et indigentes logiques, et non point de vives dialectiques, ne savaient plus concilier en eux-mêmes les idées que leur raison, dénuée de tout élan métaphysique, considérait comme irréductibles. Dans les débats, dans les conversations, les catégories l'emportaient en permanence sur la rencontre, sur l'éclair de la rencontre. Quand j'y recherchais un homme, être unique, d'autres, lisant le même ouvrage que moi, n'y voyaient que situation particulière, idée originale, et paraissant dédaigner celui qui l'avait écrit, se contentaient d'en louer l'auteur.